Bonjour à tous, bienvenue à cette matinale de la recherche du DRAPS. Je me présente, je suis Anne-Lise Delpy, je suis chargée de projet sur les départements de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées pour l'IRAPS Occitanie. Alors, cette matinale, donc, elle a pour thème la cyberviolence, le cyberharcèlement, comprendre, repérer et agir. Donc, nous aurons une première présentation de Iman Ben Lagdar, qui est docteur en sciences de l'éducation à l'Université de Côte d'Azur. Qui durera environ 45 à 50 minutes. Et en suivant, nous aurons un témoignage de terrain avec la présentation de la démarche des promeneurs du net dans le département des Hautes-Pyrénées. Donc, c'est Isabelle Bouillon, qui est manager au service action sociale de la CAF des Hautes-Pyrénées, qui présentera cette démarche des promeneurs du net. Voilà, pendant environ un quart d'heure. Et suite à ces présentations, nous aurons donc 20 à 25 minutes de questions-réponses voilà, avec les intervenants. Donc, sur la partie questions-réponses, je serai également avec ma collègue Johanna Casajous, qui est référente territoriale sur le département des Hautes-Pyrénées. Voilà, donc on sera toutes les deux pour animer cette partie-là. Bonjour à tous. Alors, donc juste pour replacer un peu dans le contexte, voilà, ces matinales. Donc, ces matinales, elles sont organisées dans le cadre du DRAPS, dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé. Et ce dispositif est porté par l'IREPS Occitanie, qui est donc une association de loi 1901. Donc, IREPS, c'est Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Donc, le champ d'action, bon, c'est dans le titre de l'association. Les missions, donc, elles sont d'apporter un appui méthodologique aux porteurs d'action, de contribuer aux politiques publiques de santé et à l'animation des territoires, de concevoir et de mettre en œuvre des programmes à caractère régional ou local, de développer la formation pour renforcer les compétences et professionnaliser les interventions, et de proposer aussi un appui documentaire aux professionnels et au public. Donc, le DRAPS, c'est un dispositif régional de transfert de connaissances, qui est un dispositif partenarial. Il est financé par l'Agence régionale de santé Occitanie. Il a vocation à diffuser des outils et des formations pour favoriser la montée en compétence des acteurs et à faciliter aussi la mise en lien entre les chercheurs, les acteurs de terrain et les décideurs. Et enfin, il fonde sa programmation sur les besoins des acteurs, puisque vous le savez peut-être pour certains, tous les ans, en décembre, janvier, il y a un comité départemental du DRAPS qui est organisé et qui a pour objectif notamment de faire remonter ses besoins pour la programmation des besoins des acteurs, en formation notamment, pour la programmation de l'année suivante. Alors, les matinales de la recherche, leurs objectifs, ce sont de valoriser les projets issus d'une recherche interventionnelle qui mobilise des données probantes. Ça, c'est pour toi. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, couper vos micros? Voilà, merci beaucoup. Les autres objectifs, c'est de favoriser les échanges sur les pratiques de recherche internationale en santé publique et promotion de la santé, de soutenir le développement de projets de recherche innovants, d'évoquer également les freins et les conditions de réussite d'une recherche internationale et aborder les questions de mise à l'échelle dans un autre contexte. Alors ce matin, voilà, pourquoi s'intéresser à la cyberviolence et au cyberharcèlement? Alors juste pour introduire un peu la thématique, quelques chiffres, notamment de l'association e-Enfance, qui est une association reconnue d'utilité publique qui est agréée par le ministère de l'Éducation nationale. Il faut savoir que 41% des enfants ont déjà été victimes de cyberviolence et 7% de cyberharcèlement. Et seuls 10% des enfants victimes de cyberharcèlement en parlent à leurs parents. Donc, ce type de violence a des impacts importants sur la santé globale des harcelés, des sentiments de honte, d'impuissance, d'isolement, de culpabilité, jusqu'à des états dépressifs, troubles du sommeil, de l'alimentation, des décrochages scolaires, etc. Et avoir à long terme des conséquences sociales, relationnelles et psychologiques. Il y a aussi dans différents articles des conséquences aussi pour les harceleurs et les témoins du harcèlement sur Internet. Et il faut savoir que le cyberharcèlement constitue maintenant un délit qui est sanctionné par des peines d'amende et ou de prison, et notamment avec des circonstances aggravantes si c'est sur un mineur de moins de 15 ans. Voilà, donc c'est quand même une problématique qui est quand même assez importante.
Voilà, donc je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps que ça. Je vais passer la parole à Iman Benlagda qui va faire la première présentation. Et voilà, pour rappel, donc vous aurez la présentation par mail et n'hésitez pas du coup à poser vos questions tout au long de l'événement dans le chat. Voilà, Iman, je vous laisse la parole. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir effectivement aborder cette question de la violence et du harcèlement en milieu traditionnel et milieu virtuel. Donc, je remercie tout d'abord les personnes qui ont permis la tenue de cette matinale de la recherche. C'est un sujet effectivement qui est très important, dont on parle de plus en plus, bien qu'en France nous soyons en retard sur cette question-là, contrairement à nos voisins européens et nord-américains. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir en discuter avec vous aujourd'hui, de pouvoir vous présenter quelques éléments de compréhension. Alors, je me présente très brièvement pour que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire. Donc, Iman Benlagda et je suis jeune docteur en sciences de l'éducation ainsi qu'en sociologie. J'ai soutenu une thèse récemment alors qui portait sur, je dirais, la thématique plus large de l'expérience scolaire des descendants d'immigrés nord-africains à l'école primaire. C'est une thèse d'ailleurs que vous retrouvez en ligne, elle est en libre accès. Et donc, dans le cadre de cette thèse, j'analysais plus particulièrement les processus de décrochage scolaire, d'ethnoracisation et de discrimination ethnoraciale. Quand on parle de décrochage scolaire, généralement, il y a un lien qui a été documenté et avéré par la recherche, donc lien entre le décrochage scolaire et la question de la violence et du harcèlement également. Donc, j'ai un pan de ma thèse qui aborde ce sujet. Vous retrouverez toutes ces informations d'ailleurs à la fin du PowerPoint. Donc, lorsqu'il vous sera envoyé, je pense en début de semaine prochaine, vous aurez à la fin une bibliographie et vous aurez le lien qui vous conduira vers ma thèse directement si vous êtes intéressé. Alors, la séance, la matinale d'aujourd'hui, donc qui porte sur cette thématique-là, devrait normalement vous permettre de comprendre et de repérer ces phénomènes, ces processus dans le cadre scolaire, de façon totalement modeste, puisqu'en 45 minutes, malheureusement, nous ne pourrons pas tout aborder. Et puis, dans un troisième temps, de pouvoir agir. Donc, j'essaierai de vous outiller pour pouvoir, en tant que professionnel, ou étudiants-étudiantes. J'ai vu qu'aujourd'hui, nous avions la chance de recevoir des personnes de milieux divers et variés, donc je vous en remercie encore une fois, de pouvoir agir en tant que professionnel, mais aussi en tant qu'être humain, tout simplement, puisqu'en face de nous, nous avons des élèves, mais avant d'être élèves, eh bien, ce sont également des enfants. Alors, comme je l'ai spécifié, nous avons 45 minutes pour pouvoir en discuter. Donc, je vais vous présenter un plan. J'ai essayé de condenser les informations qui me paraissaient essentielles dans cette présentation. Donc, ne m'en veuillez pas s'il y a des sujets que nous ne pourrons pas aborder. Le chat est là pour ça. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous y répondrons par la suite. Et pour les questions auxquelles il n'y aurait pas de réponse immédiatement ou faute de temps, eh bien, vous aurez également la possibilité de retrouver les réponses à la fin du PowerPoint qui vous sera transmis. Donc, je m'engage à apporter une réponse à chaque question qui sera posée. Alors, nous allons démarrer par un premier état des lieux, je dirais, de ce qui se fait dans la recherche sur ces thématiques. Parce qu'avant de parler de cyberharcèlement, il faut savoir de quoi on parle. Et avant de parler de cette question-là, on parle de violence. Donc, comment est-ce qu'on en arrive à parler de cyberviolence et de cyberharcèlement? Ensuite, je vous exposerai quelques données chiffrées donc, sur ce phénomène. Nous aborderons dans une troisième partie les facteurs qui pourraient expliquer que ces élèves harcèlent, cyberharcèlent leurs camarades. Nous ferons un point, mais alors très bref, sur le cadre législatif. Donc, Annelise a commencé à en parler quelque peu, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de compléter ce qu'il se fait aujourd'hui, puisque malheureusement, la législation n'est pas toujours connue par les personnes qui travaillent dans le cadre scolaire ou hors cadre scolaire, puisqu'on parle de communauté éducative. Donc, à ce titre, tout le monde est concerné finalement par cette question. Et je terminerai par une cinquième partie sur les moyens d'action, de prévention pour essayer de prévenir et je dirais même de guérir, puisqu'on est sur des dispositifs à la fois préventifs mais aussi curatifs, en espérant
pouvoir, encore une fois, vous donner quelques idées pour pouvoir agir de la manière la plus efficace. Alors, on démarre tout de suite par le cadre théorique. Je vais vous soumettre une première question. Donc, nous allons faire appel à vous qui êtes connectés. Alors, normalement, nous avions un outil plus interactif, mais malheureusement, on a rencontré quelques soucis. Donc, je vous pose une question et je vous demanderai, s'il vous plaît, d'y répondre directement dans le chat. Alors, une première question fermée de type dichotomique. Considérez-vous une gifle comme un acte violent? Oui ou non? Si tout le monde pouvait voilà, prendre son clavier et noter la réponse. OK, donc pour l'instant, une majorité écrasante de oui. Très bien. OK, alors pendant que vous continuez de répondre, j'arrête le partage d'écran et on va passer à une petite vidéo. Et ensuite, on rediscutera des réponses qui ont été données. Hop. Et donc, vous avez une vidéo qui va démarrer. Alors, simplement, avant qu'elle ne démarre, je vous replace un petit peu le contexte de cette vidéo. Je pense que beaucoup de personnes ont entendu parler de ce fait divers qui s'est déroulé donc en 2018. C'est un conducteur de bus, donc dans le Val-de-Marne. C'est un conducteur de bus qui a giflé un jeune enfant, un collégien. Donc, un collégien qui a traversé devant le bus. Et le chauffeur a été contraint de freiner brutalement, ce qui aurait pu conduire à des conséquences pour ses passagers. Et donc, le chauffeur explique eh bien, que sous le coup de l'émotion, il a mis la gifle à ce jeune collégien. Donc, la vidéo démarre, elle dure 1 minute, on en discute juste après. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Un chauffeur de bus qui descend de son véhicule pour gifler un collégien devant ses camarades. C'était jeudi dernier à Arcueil, dans le Val-de-Marne. Anne-Sophie Balbir, l'homme explique son geste par le comportement de l'adolescent. Sur les images, les collégiens sont nombreux à attendre le bus 323 ce jour-là sur l'artère principale. C'est dans une atmosphère d'excitation que la vidéo est tournée. On aperçoit alors le chauffeur du bus descendre de son véhicule et venir gifler l'un des élèves sans le moindre temps d'arrêt. Une scène que le conducteur a justifiée auprès de sa hiérarchie. Il raconte que d'abord le collégien a dangereusement traversé l'avenue juste devant son bus. Le chauffeur a donc dû piler, mettant en danger ses passagers. Agacé, il a fait remarquer aux jeunes son comportement dangereux, mais en échange, il aurait reçu des insultes, ce qui l'a fait sortir de ses gonds. Depuis, une pétition de soutien au conducteur rencontre un énorme succès sur Internet. Objectif, que le chauffeur, qui a reconnu avoir agi sous le coup de l'émotion, ne perde pas son emploi. Très bien, merci pour le partage de cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai diffusé cette vidéo? Un point qui est essentiel, j'interviens au niveau de l'INSPE, qui est donc l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Donc, j'enseigne à l'INSPE de Nice, ainsi qu'en Suisse, donc dans une structure équivalente. Et c'est une vidéo que je partage assez régulièrement avec les étudiants, étudiantes et enseignants stagiaires. Et quand je pose cette première question de savoir est-ce que vous considérez une gifle comme un acte violent, donc la réponse est majoritairement oui. J'ai très rarement des non, mais il y en a quand même pour qui ce n'est pas violent. Ensuite, je diffuse cette vidéo ou une autre vidéo et puis je repose la question à quelques éléments de compréhension qu'on n'a pas forcément dans la vidéo. Le fait que donc, cet enfant a 12 ans et il joue à un jeu qui est dangereux. Donc, c'est un jeu qui était à la mode à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais l'idée, c'était de traverser au moment où le bus démarrait. Le chauffeur, en fait, explique qu'il est descendu de son bus suite à une altercation avec ce jeune. Donc, il l'aurait d'abord réprimandé verbalement depuis son bus en lui disant qu'il fallait faire attention et que ça aurait pu lui coûter la vie. Et donc, le jeune s'est mis à l'insulter et lui a terminé sa phrase par « ferme ta gueule et conduis ton bus ». Donc, le chauffeur est descendu, l'a giflé et quand il a témoigné, il a expliqué qu'il l'avait fait en tant que papa et non pas en tant que professionnel. Et que lui-même est parent de 2 enfants, 2 adolescents, qu'il a pensé à ses enfants avant tout et à ce jeune également. Alors, l'idée, ce n'est pas de dire est-ce que la gifle est bien, est pas bien, est compréhensible, est répréhensible. On essaie d'être, comme je l'explique à mes étudiants et étudiantes, on essaie d'être dans un cadre bienveillant et j'accepte toutes les réponses dès lors où il y a une explication qui vient avec. Ce qui est important de préciser, c'est que
j'imagine que la majorité des réponses qui ont été données, à savoir le oui, elles se basent sur un critère objectif. Et donc, c'est la suite de la vidéo. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir, enfin, soumettre ce questionnaire par la suite et voir comment, les réponses ont pu évoluer. J'essaie de passer à la diapositive suivante. Voilà. Et qui nous emmène donc à discuter de cette question de la violence. Alors, quand j'ai reposé la question à mes étudiants et à mes stagiaires, j'ai eu des noms dans mes réponses. Et quand j'ai demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient changé d'avis, j'ai des étudiantes et stagiaires qui m'ont expliqué qu'ils auraient pu mettre cette gifle à ce jeune également, non pas avec une casquette du coup d'enseignant, mais avec une casquette de parent. Et c'est important de voir finalement quelle vision on a de la violence et comment cette vision-là, elle peut influer sur notre réponse. Alors, j'ai pris le sujet de la gifle, mais sachez que quand on discute de la question de la fessée aussi, on a exactement les mêmes retours, c'est-à-dire la fessée en tant que telle, c'est un acte violent. Et puis quand on commence à creuser, on a des parents qui nous disent non, ce n'est pas perçu comme violent, mais plutôt comme alors, je ne dirais pas une caresse non plus, mais un acte avec une finalité un peu éducative. Voilà. Donc, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de dire est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort, on n'est pas dans le jugement, mais ce qui nous amène à dire que la violence, en fait, elle va se définir selon 2 critères, 2 positions. Alors là, je vous renverrai vers les travaux du professeur Éric de Barbieux, peut-être que le nom vous parle ou pas, qui a travaillé sur cette question de la violence à l'école. On a également Cécile Cara qui l'a abordé dans le primaire. Et alors pour ces 2 auteurs, la question de la violence ne peut être comprise que si on l'aborde de 2 façons. D'un point de vue restrictif, et donc là on est dans l'objectivité la plus totale, c'est-à-dire finalement la gifle, elle est violente. Parce qu'elle peut être réprimandée, elle peut être, je dirais, punie par la loi. Et dans ces cas-là, on n'a pas possibilité de dire autre chose. On va comptabiliser les gifles. Voilà. Sur le plan civil et le plan pénal, à partir du moment où une personne peut être jugée, eh bien, c'est de la violence. Sauf que pour ces 2 auteurs, cette définition, comme je l'ai expliqué, elle est très restrictive et elle empêche aussi de prendre en considération la parole des victimes. Et c'est pour ça qu'on a une seconde position qui arrive et c'est la subjectivité. Il est donc normal de voir des oui se transformer en non. En tant qu'enseignant, bon, j'imagine qu'on ne met pas des gifles ou des fessées à ses élèves, mais en tant que parent, on peut imaginer le faire. Et donc, on a des réponses qui arrivent, des réponses contraires, opposées. Et donc là, on est vraiment dans est-ce qu'à titre individuel, je considère que la gifle qu'on vient de voir, elle est violente dans ce contexte-là précis. Et donc, pour avoir une définition de la violence, eh bien, il faut mêler à la fois le côté objectif et le côté subjectif. Et encore une fois, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est qu'on a pu permettre aux victimes de pouvoir s'exprimer. Alors là, on est sur de la violence envers les enfants, mais c'est aussi valable, par exemple, pour les violences qui sont faites envers les conjoints, conjointes, ou encore le harcèlement dans le cadre professionnel. Voilà, donc c'est important d'avoir les 2 points de vue. Alors, on passe de cette violence globale à la violence à l'école. Mais on ne peut pas parler de la violence à l'école sans parler de ce qui se passe au niveau de la société, puisque, comme vous le savez ou pas, on a tendance à dire que l'école, finalement, c'est un microcosme de la société. Ce qui signifierait que l'école n'est pas étanche, finalement, aux logiques de fonctionnement de ce qui se passe sur un territoire plus large. Alors, dans ma thèse, j'ai pu l'expérimenter avec la question du racisme et de la discrimination ethno-raciale. C'est aussi vrai pour la question de la violence. Finalement, ce qui se passe dans la société, on va l'importer au sein de l'école. Et ce qu'on verra par la suite, c'est qu'en fait, on ne peut pas traiter cette question de violence et de harcèlement en milieu traditionnel et milieu virtuel si on ne s'attaque pas au problème plus large de la violence dans notre société. Alors, la violence à l'école, je reprends une définition qui est donnée par 3 chercheuses belges qui travaillent donc en sciences de l'éducation ainsi qu'en psychologie, si je ne me trompe pas, et qui nous explique que cette violence à l'école, finalement, c'est un phénomène complexe, donc complexe, on le verra par la suite, pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme, et qui va impliquer différentes composantes du système scolaire en interaction. Alors, par composantes, elles entendent les élèves, les enseignants, le personnel non enseignant ou encore les parents. Et donc, cela va aboutir donc à une atteinte physique ou morale pour l'une des composantes au minimum. Donc, c'est-à-dire, on va c'est soit les élèves qui vont être touchés, soit les enseignants ou le personnel non enseignant. Alors, dans le cadre de cette présentation, je me limite uniquement aux élèves, mais c'est vrai que quand je donne ce cours qui dure plus longtemps, généralement c'est 3 heures,
on aborde aussi la question de la violence et du harcèlement envers les enseignants principalement. Mais voilà, donc sachez qu'effectivement, personne n'est à l'abri de subir un jour un tel acte. Alors la violence, elle peut être exercée par une seule personne envers un groupe de personnes, par une personne ou un groupe de personnes envers une personne ou un autre groupe de personnes, et de 3 manières. Donc 2 classiques dont on a l'habitude de parler, donc la violence physique, donc typiquement les coups, les bagarres, le fait de tirer les cheveux par exemple. Une violence qui est verbale, donc on est sur les rumeurs, les brimades ou encore les injures, et une violence envers les objets qu'on a tendance à occulter et qui pourtant existent. Typiquement, c'est la dégradation des locaux, du matériel scolaire. Comment passe-t-on de la question de la violence au harcèlement? Alors là, si vous commencez à comprendre, on est un petit peu sur les poupées russes. Donc, on a la violence, et puis quand on ouvre la poupée, on trouve une autre poupée, et à l'intérieur de cette poupée, eh bien, on arrive dans le cadre du harcèlement. Alors, le harcèlement, en fait, c'est de la violence. Ça fait partie de la violence, qui est une notion un petit peu fourre-tout dans laquelle on peut tout mettre. Dès lors, on considère pour nous que ça fait partie de la violence. Et donc, le harcèlement, en fait, c'est de la violence qui va persister et qui va se répéter. Et si vous n'avez pas ces 2 éléments-là, avec l'idée qu'il y a aussi le fait de vouloir nuire à la personne, eh bien, on reste dans le cadre large de la violence. Mais à partir du moment où il y a une répétition de ces faits et que ça dure dans le temps, il y a un ancrage temporel, eh bien, on est dans le harcèlement. J'ai repris la définition qu'en donne le ministère de l'Éducation nationale et qui prévaut encore à l'heure actuelle. Donc, l'élève qui va être victime de harcèlement, finalement, c'est celui qui va subir de la part d'un autre élève ou d'un groupe d'élèves, puisqu'il peut y avoir plusieurs protagonistes, des actes de violence répétés. Et donc, la violence peut être verbale, physique ou psychologique. Et donc, comme je l'ai expliqué, elle peut prendre la forme de menaces, de rumeurs, de coups ou encore d'insultes. Le harcèlement scolaire, c'est un phénomène de groupe, donc comme je viens de l'expliquer. Donc, on a le phénomène qui arrive, le harcèlement, on a un ou plusieurs auteurs. Et ce qui est assez intéressant dans des données chiffrées que nous ne verrons pas aujourd'hui, c'est que vous allez retrouver généralement un pourcentage d'auteurs qui est plus faible que le pourcentage de victimes. Ce qui signifie que généralement, on a un auteur, un élève, qui va s'en prendre à plusieurs autres élèves. Donc ça, c'est problématique, mais il faut en avoir conscience aussi. C'est-à-dire que quand on a entre les mains des données chiffrées, il faut savoir les interpréter et les manipuler avec prudence. Je sais que parfois, certaines études ne l'expliquent pas. Et donc, ça me paraît essentiel de le souligner. Un auteur de harcèlement ou de violence, généralement, s'en prend à plusieurs personnes. On a donc la victime et on a le ou les témoins qui jouent un rôle clé, un rôle finalement majeur dans ce harcèlement et qu'on ne met pas souvent en avant. Donc, on verra que il faut absolument s'appuyer sur ces personnes-là pour pouvoir des fois comprendre ou mettre en lumière une situation de harcèlement. Alors, un phénomène complexe. Alors, complexe déjà parce qu'il est difficile à percevoir. Comme cela a été présenté juste avant par Anise, il me semble, dans le PowerPoint, ce harcèlement, il est compliqué parce qu'il ne se voit pas, parce qu'il ne s'entend pas et surtout parce que l'élève qui est harcelé, généralement, n'en parle pas. Il a peur, il a honte. Et donc, il va se terrer dans le silence. Et c'est ce qui est très compliqué dans ces situations en tant que professionnel, c'est comment repérer ces situations. Alors, avant de voir justement les indices qui vont nous permettre de dire si on est dans le cadre d'un harcèlement ou non, je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes sur les agresseurs. Donc, on n'a qu'une victime généralement dans ce processus-là. Mais par contre, on peut avoir plusieurs agresseurs, comme je l'ai expliqué. Et ce qui est important de voir, c'est l'agresseur meneur. Donc, c'est celui qui va initier finalement cette situation. Et là, je vous ai marqué quelques lignes sur ces enfants. Ce sont des enfants charismatiques, dominateurs, puisque je rappelle que dans le harcèlement, on est dans un rapport de force, de domination. Des enfants manipulateurs aussi, alors qui manipulent et les camarades, les pairs, mais également les adultes. Et c'est pour ça aussi qu'on n'arrive pas forcément à le percevoir. Je me souviens que quand je travaillais dans les établissements scolaires pour ma thèse, il m'est arrivé de voir 2-3 enfants qui sont venus me dire « Ah ben, je suis harcelée, je suis frappée ». Et au final, quand on a creusé, on m'a expliqué qu'en fait, c'était ces enfants-là qui harcelaient et qui frappaient les autres qui faisaient preuve de violence. Et je l'avais cru, donc j'ai été manipulée. Mais pour autant, je ne culpabilise pas. Mais cela signifie qu'il faut vraiment faire attention aux enfants que l'on a en face de nous et qu'il faut aller chercher les informations adéquates pour pouvoir dire si oui ou non cet enfant est victime de harcèlement. Et donc, ce sont des enfants qui ont souvent d'autres conduites à risque,
avec des conduites antisociales et violentes. Donc, ce n'est pas simplement du harcèlement, ce sont des enfants aussi qui raquettent, qui volent, qui sont antipathiques, qui dégradent le matériel. Et qui font preuve de détachement émotionnel. Voilà, donc c'est-à-dire que quand ils vont agresser une personne, non seulement parfois ils ne se rendent pas compte de la situation, mais parfois ils le savent et ils le font sciemment et ils prennent du plaisir à ressentir ça. Ce sont des enfants qui généralement vivent de la violence dans le cadre familial et qui finalement n'ont pas, si vous voulez, d'environnement sécure, comme on dit. Et pour pouvoir se rassurer et pour pouvoir travailler sur leur question d'estime de soi, parce que ces enfants n'en ont pas ou très peu, ils vont justement agresser les autres élèves. Et le fait qu'ils se trouvent en position de domination, eh bien, ça va leur permettre de construire ce cadre sécure. Bon, on est dans l'illusion la plus totale, hein, je suis complètement consciente de cela, mais c'est leur façon à eux de pouvoir surmonter ce qu'il se passe dans le cadre familial et dans un cadre personnel. On a également l'agresseur renforceur et l'agresseur suiveur. Donc le renforceur, c'est celui qui va suivre finalement le meneur, mais qui n'est pas juste suiveur, parce que le suiveur, on est sur une forme de passivité. Donc là, sur la photo, on voit qu'il prend plutôt, il filme. Donc pour autant, c'est très grave aussi, hein, puisque c'est puni par la loi. Mais l'agresseur suiveur, donc si le meneur frappe, eh bien, le renforceur va frapper. Et si le meneur insulte, eh bien, le renforceur va insulter aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment complexe. Ce n'est pas juste un auteur, c'est que derrière, il faut voir qu'il y a plusieurs personnes, différents types d'agresseurs. Et comme je viens d'expliquer, on a deux types de spectateurs. Le spectateur passif, donc qui lui est en retrait, qui voit ce qui se passe, mais qui n'intervient pas, soit parce qu'il a peur ou soit par manque d'antipathie. Et on a le spectateur actif, donc Salmi Vali, donc Christina Salmi Vali, qui est une psychologue, il me semble, finlandaise, appelle le spectateur et qui lui va encourager les situations de harcèlement et y participer, et par exemple colporter des rumeurs. Je vais vite, hein, mais encore une fois, vous aurez toute la documentation sur ces questions-là. C'est simplement pour que vous puissiez avoir quelques éléments de compréhension. Et finalement, on en arrive au cyberharcèlement. Alors, depuis 2006-2007, on a quelque chose qui a révolutionné un petit peu, qui a facilité en tout cas ce cyberharcèlement, c'est l'arrivée de l'iPhone, voilà, qui eh bien, a joué un rôle majeur. Avec l'arrivée du iPhone, on a eu l'année d'après, donc en 2007, Facebook qui est arrivé, puis Snapchat, Instagram, Twitter. Donc j'imagine que ce sont des réseaux sociaux qui vont parler. Et donc la combinaison de tout cela a entraîné le cyberharcèlement, qui est donc un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Il y a quelques différences avec le harcèlement traditionnel, donc je passe vite sur cette question-là, mais il n'y a pas de répit pour la victime. Alors, quand on est sur du harcèlement traditionnel, eh bien, la victime, quand elle rentre à la maison, elle peut souffler. Avec le cyberharcèlement, ce n'est plus possible. Et ce sont des enfants qui dorment très mal ou très peu parce qu'ils sont toujours sur le qui-vive, ils s'attendent à ce que la situation arrive. On a un déploiement massif et immédiat de l'information, du contenu, qui en plus va toucher énormément de personnes, chose qui ne se fait pas ou qui se fait, je dirais, avec moins de personnes dans un harcèlement traditionnel. Une persistance dans le temps du contenu. Dans le cadre d'un harcèlement traditionnel, quand on arrive à trouver la situation, généralement, on essaie de la résoudre et ça se tasse avec le temps, je dis bien généralement, ce n'est pas toujours le cas. Mais là, sur les réseaux sociaux, on n'a pas de maîtrise de ce contenu-là et on ne sait pas encore s'il circule ou non. Alors, même avec toute la bonne volonté du monde, il est possible que la vidéo continue de tourner parce qu'on ne sait pas qui l'a en sa possession et à quel moment est-ce que la vidéo peut ressortir, ou d'ailleurs les injures ou autres. Ça me fait penser à... Vous savez, parfois sur Internet ou les informations, on voit que certaines personnes plus ou moins connues ont posté des tweets, notamment quand ils étaient plus jeunes. Regardez, 10-15 ans après, on les ressort encore une fois. Donc, il faut se dire que sur ces réseaux-là, on laisse toujours une trace de notre passage et c'est enregistré, quoi qu'il arrive, quelque part. Il y a l'anonymat du harceleur, ce qui n'est pas le cas dans un harcèlement traditionnel. Donc là, la personne est derrière son écran, sa tablette, son téléphone. Et enfin, on a une absence de lien entre victime et agresseur, ce qui fait qu'il n'y a pas la possibilité pour l'agresseur de se rendre compte du mal, entre guillemets, qu'il peut commettre, qu'il peut faire à l'égard de la victime. La seconde question, je vous demanderai encore une fois de vous remettre sur vos claviers, s'il vous plaît. Combien d'enfants ont rapporté avoir été victimes de harcèlement, et je dis bien de harcèlement, pas de cyberharcèlement, en contexte scolaire au cours de l'année 2020? Alors d'après vous, c'est 1 sur 4, 1 sur 8, 1 sur 10 ou 1 sur 20?
Marquez peut-être juste le dernier chiffre, 4, 8, 10 et 20 pour aller plus vite. Et c'est simplement pour provoquer vos propos. Et j'y réponds tout de suite après. Ok. Donc, on a un petit peu toutes les réponses. Ok. On a du 8, 10. Ok, très bien. Donc, vous voyez, on a toutes les réponses. Ça veut dire qu'encore une fois, on a une représentation du harcèlement qui n'est pas forcément la bonne, mais encore une fois, ce n'est pas de votre faute. Ce qu'il faut souligner, c'est que quand vous allez voir les études, alors moi, je vais vous en partager quelques-unes, il faut encore une fois faire attention à la façon dont les propos ont été recueillis, la méthodologie finalement. Il y a des personnes ou des études qui vont prendre en considération le harcèlement à partir d'un acte de violence. Il va de soi que ce n'est pas du harcèlement et pourtant ces personnes vont les comptabiliser comme telles. Donc, c'est vrai que les chiffres, les données, on peut les manipuler comme on veut. Là, en l'occurrence, donc, la réponse, c'est 1 sur 10 en ce qui concerne le harcèlement. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Donc, un enfant sur 10 a subi du harcèlement à l'école. Donc, ce sont des enquêtes dites de victimation. C'est ce qui permet de recueillir les propos des victimes directement. Alors, ce chiffre, il est, on pense, sous-estimé parce que tous les enfants ne se sentent pas capables, encore une fois, d'expliquer qu'ils ont vécu du harcèlement. Pour autant, on imagine qu'on est plus ou moins proche de la réalité. Mais rendez-vous compte qu'un enfant sur 10, ça correspond à 700 000 enfants qui ont été victimes de harcèlement scolaire en France en 2020. Donc, c'est quand même un chiffre qui est très important, qui est très conséquent. Et parmi donc, ces 700 000 enfants, on estime que la moitié d'entre eux a été harcelé sur les réseaux sociaux. Donc, on est dans le cyberharcèlement. Là, quelques données très rapidement pour voir que ce qui est problématique et ce qui est inquiétant, c'est que le harcèlement, tout comme le cyberharcèlement d'ailleurs, va démarrer à l'école primaire. Donc là, on est sur 12% à peu près des élèves qui ont déclaré avoir été harcelés. Ce chiffre est quasiment le même au collège, à la différence près qu'on a un harcèlement sévère qui est quand même plus important, puisqu'on était sur 5%, on passe à 7% pour les collégiens. Alors le harcèlement sévère, pour le dire en quelques mots, c'est lorsque l'enfant va cumuler plusieurs types d'agressions, donc des agressions verbales, physiques, ou psychologique, comme on l'a expliqué. Alors, après, encore une fois, selon les auteurs, on n'a pas les mêmes données. Moi, je me base sur les travaux du professeur Éric de Barbieux, donc je vous enverrai l'étude qu'il a menée, puisque la cohorte d'élèves sur laquelle il travaille est très importante. On est sur 12 000 élèves à peu près, et donc il obtient des résultats similaires. Et donc, pour lui, c'est à partir de l'accumulation de 4 types d'agressions qu'il considère que ce harcèlement peut être qualifié de sévère. Donc, les conséquences, on les verra par la suite, mais elles peuvent être effectivement catastrophiques, désastreuses pour l'élève. Et au lycée, on imagine que les jeunes entrent dans l'adolescence, deviennent adultes, et donc on a une baisse drastique du harcèlement et du harcèlement sévère. En ce qui concerne les réseaux sociaux, donc comme j'ai expliqué, à la fin des années 2000, on a l'apparition de plusieurs réseaux sociaux. Et là, ce qui est important de voir, c'est que les enfants, dès l'âge de 11 ans, ont leur propre réseau. Alors, on dit dès l'âge de 11 ans, mais en réalité, les études montrent que les enfants ont soit Snapchat, soit Instagram, soit TikTok à partir de l'âge de 8-9 ans. Et donc là, vous voyez, en fonction de la tranche d'âge, comment évoluent les enfants. Sur quels réseaux sociaux est-ce qu'ils vont. Les deux plus importants, donc Instagram et Snapchat, ce sont des réseaux sociaux où le physique, toute la dimension corporelle est mise en avant. Et on voit qu'au fil du temps, avec l'âge, apparaissent des réseaux sociaux peut-être plus professionnels, entre guillemets, comme Facebook ou comme WhatsApp qui apparaît donc à l'âge de 25-34 ans. Mais pourtant, quand vous regardez, Snapchat fait encore partie des réseaux sociaux les plus utilisés parmi toutes les tranches d'âge. Donc, c'est vrai que maintenant, on accorde quelque part le droit aux personnes de nous regarder sur Internet, on ne va pas se mentir. Quand on poste une vidéo sur Internet et qu'elle est en public, c'est-à-dire que quelque part, on donne le consentement aux autres de regarder ce qui s'y passe, mais ça ne veut pas dire qu'on donne le droit de nous critiquer, de nous juger ou de nous harceler. Et donc, ça renvoie à la question de l'éducation à l'usage que l'on fait du numérique. Donc, je vous donnerai bien évidemment le rapport plus détaillé sur cette question-là qui est très intéressant à lire et qui ne date pas d'il y a bien longtemps, puisque c'était en 2019. Ce qui est d'autant plus problématique, au-delà de l'âge, du jeune âge de ces enfants, c'est que quand on leur a demandé comment est-ce qu'ils avaient pu ouvrir leur compte, eh bien, regardez dans les tranches d'âge, ce sont généralement les adultes qui les ont aidés à le faire.
Je vous rappelle que pour les réseaux sociaux, alors tout dépend du réseau en question, mais il me semble de mémoire qu'il faut avoir 13 ou 15 ans pour pouvoir ouvrir le compte. Alors, on peut facilement détourner malheureusement ce critère-là. Il suffit de donner une date de naissance qui correspondrait à cet âge-là pour pouvoir le faire, mais c'est problématique de voir que effectivement les adultes ont pu intervenir. Ce qui est encore plus problématique, c'est que quand on demande aux parents s'ils pensent que leurs enfants ont un des réseaux sociaux, les parents répondent non. Et quand on a posé la question à leur propre enfant, ils nous ont répondu oui. Donc, vous voyez, il y a vraiment un écart, un décalage entre ce que les parents pensent que leurs enfants font ou ont et la réalité de terrain, ce qu'il se fait dans la vie traditionnelle et qui a un impact sur le virtuel. Alors là, encore une fois, on n'est pas dans le jugement, mais c'est se dire, alors finalement, est-ce qu'il est préférable en tant que parent d'ouvrir un compte pour mon enfant, de savoir ce qu'il y fait, de pouvoir l'accompagner aussi dans ce qu'il découvre, ce qu'il va entendre, ou bien est-ce que non, je résiste à cela, on n'ouvre pas de compte avec le risque que mon enfant le fasse et qu'il soit livré à lui-même sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est simplement une réflexion généralement que je pose à mes étudiants et étudiantes et à mes enseignants pour qu'on puisse voilà, recueillir un petit peu les propos des uns et des autres et faire avancer aussi la compréhension et la recherche. Les manifestations du cyberharcèlement, simplement pour voir pour dit avoir été victime de cyberviolence au moins une fois, et plus d'un jeune sur 3 y a été confronté à plusieurs reprises. Et parmi les manifestations, on voit que 18% des jeunes ont été victimes d'insultes, 17% ont reçu des images intimes non demandées. Alors, c'est plutôt malheureusement le cas des filles qui subissent ce cyberharcèlement et qui comportent une dimension, enfin une connotation sexuelle. Donc, qui vont subir à la fois des injures sur leur statut de femme, de jeune femme, jeune fille, mais qui en plus vont recevoir des images, pour le dire très clairement, de sexe masculin. C'est ce qu'on appelle des nudes. Et donc, elles les reçoivent sans l'avoir demandé. Il faut savoir que les filles sont victimes de cyberharcèlement. Alors, ça a été estimé, elles sont susceptibles d'être à risque de cyberviolence et cyberharcèlement 5 à 6 fois plus que les garçons. C'est dire à quel point c'est problématique. Et donc, il y a aussi une éducation à faire autour de cette question. Alors, peut-être que c'est parce qu'on n'en parle pas assez dans le cadre familial, peut-être que c'est dans le contexte scolaire qu'on devrait l'aborder, mais toujours est-il que ce sont les filles qui en sont le plus victimes. Et dans ce rapport, il est expliqué que l'une des raisons pour lesquelles ce sont les filles qui y sont le plus confrontées, c'est parce qu'elles y passent plus de temps que les garçons. Alors, je trouve à titre personnel que c'est une explication un peu simpliste et réductrice. Je pense qu'il y a d'autres raisons, comme je viens de l'aborder, la question de l'éducation, le fait de ne pas prendre conscience de son corps et des droits que l'on a sur son propre corps, justement. Mais voilà, c'est encore une fois intéressant de pouvoir voir comment est-ce qu'on va travailler sur une étude et comment est-ce qu'on va manipuler et les chiffres et l'opinion publique d'un point de vue général. Mais toujours est-il que ce sujet reste quand même très intéressant et mérite qu'on y accorde du temps. Je vous propose une seconde vidéo qui dure, il me semble, 2 minutes et qui fait le lien entre le fait que ce soit finalement les filles qui le subissent, ce cyberharcèlement, et qui fera le lien juste après avec la partie sur les facteurs. Si tu m'aimais comme je t'aime, tu trouverais le moyen de me faire patienter. Oh là là, mon amour, je t'aime, je t'aime. N'importe quoi, toi. Mais non, mais arrête un peu avec tes messages, ça fait des mois que ça dure. On sait tous qu'elle en a rien à foutre de toi. Tu sais quoi? Elle dit à tout le monde que t'es un gros puceau. Quoi? T'aimes trop dire n'importe quoi, toi, de toute façon. Ouais, pousse-toi. J'ai fait quoi? Mais non, mais arrête, mais pourquoi t'as dit ça? Mais c'est eux avec leur big love là, ils me saoulent. Mais t'es jalouse ou quoi? Vas-y, En une seconde, c'était fait.
dégoûte. C'est ce que tu fais. Dégoûtant. Tu l'as bien cherché. Ta faute après tout. Comment on aurait pu savoir que... Cassandre! Cassandre! On n'aurait rien pu faire? Si? J'ai failli faire quelque chose d'horrible. Mais t'as rien fait. C'est ça qui compte. Les photos, c'est perso. Les partager, c'est harceler. Partager des images à caractère sexuel d'une personne sans son consentement est passible de 2 ans de prison et 60 000 € d'amende. Donc vous voyez, ça illustre ce que je disais, c'est que ce sont généralement les filles qui vont en être victimes. Alors, ça va redémarrer. Et ce qui nous conduit à voir les variables qui entrent en jeu dans le cyberharcèlement. Alors, il y en a plusieurs. Là, c'était en l'occurrence les pairs, et on reviendra là-dessus juste après. Donc, en ce qui concerne les variables ou les environnements, je dirais, il y en a plusieurs, mais à chaque fois, je vais en décliner qu'une seule pour aller plus vite. Et puis, je vous enverrai, si vous voulez, une version un petit peu plus aboutie avec des déclinaisons à chaque fois pour chaque variable. En ce qui concerne l'élève, alors, l'une des variables qui pourrait le conduire justement dans le cyberharcèlement et dans le cadre plus large, je dirais, enfin, quand on revient au début, donc c'est-à-dire à la violence, ce serait l'intérêt qu'il va porter à sa scolarité. Un élève, on sait aujourd'hui, grâce à la littérature sur cette question, qu'un élève qui, alors déjà, n'a pas confiance en soi, dont l'estime de soi est vraiment très basse, mais qui en plus n'a pas d'aspiration professionnelle et ne voit pas quel sens donner à l'école, pourquoi est-ce qu'il se lève le matin, pourquoi est-ce qu'il finalement il va assister à des cours de français, d'anglais, de mathématiques, eh bien cet élève-là va avoir tendance à rejeter l'école. Quand on rejette l'école, généralement, les relations avec les adultes sont plus difficiles et ça nous conduit en tant qu'élève à devenir violent, en tout cas à adopter des conduites déviantes ou ascolaires. Donc là, c'est l'une des variables et encore une fois, il y en a d'autres. En ce qui concerne l'école, donc là, on fait le lien avec les enseignants, par exemple, donc le fait d'avoir de mauvaises relations avec les adultes de l'établissement, donc personnel enseignant, non enseignant. Mais ce qui peut aussi conduire à cette violence et qui fait le lien avec l'élève, c'est que certains, parfois, subissent leur orientation. Et donc là, pareil, on a tout un pan de la littérature qui a abordé cette question-là. Je pense notamment à Krivy qui en a travaillé, mais qui l'a travaillé donc, sous l'aspect de la discrimination. Aujourd'hui, on a des élèves qui sont orientés vers des filières qui ne leur correspondent pas forcément. Alors, je pense plutôt que cela est bien fait en termes d'orientation. Je sais que ce n'est pas toujours évident pour un élève d'accepter la réalité, qu'il n'a pas le niveau scolaire, mais pour autant, ça existe dans certains établissements où l'orientation n'est pas celle que l'élève a choisie et dans laquelle il aurait pu se retrouver d'ailleurs. Et donc, c'est important pour ces élèves, c'est important, je dirais, d'être écouté. Alors maintenant, ça se fait de plus en plus, et il me semble que quand on propose à un élève une orientation ou voire un redoublement, parce que ça entre aussi dans ce contexte-là, on prend en considération sa parole et celle de ses parents. Et en fait, là, on a deux situations. Donc, Stéphane Bonnery a travaillé sur cette question-là. Soit l'élève accepte ce verdict-là, mais avec l'idée d'une frustration et le fait de laisser tomber l'école petit à petit, donc on se retrouve dans une situation de décrochage scolaire, ou alors il va refuser ce verdict-là. Et dans ces cas-là, encore une fois, il est contre l'école, contre l'établissement scolaire, et la façon dont ça va se manifester, c'est encore une fois par de la violence. Donc, je ramène toujours ça à la violence, mais là, si vous avez compris mes propos, la violence aboutit sur du long terme à du harcèlement, qui peut aboutir à du cyberharcèlement. C'est toujours pour que vous puissiez faire le lien. Donc, c'est-à-dire comment éviter que l'élève ne tombe dans la violence pour ensuite aller sur du harcèlement. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je reviens sur ces propos-là, sur la violence. On a la famille aussi. Alors là, typiquement, c'est la famille des parents violents. Donc, comme je l'ai expliqué, moi, le jeune en question, quand on a discuté avec les enseignants, m'ont expliqué qu'il était violent à la maison. Et d'ailleurs, que les parents avaient frappé aussi l'enseignante devant l'élève. Donc, dans ces cas-là, comment voulez-vous que l'élève respecte son enseignante? C'est très compliqué. Donc, un élève qui aura subi de la violence dans le cadre familial, généralement, on va le reproduire dans le cadre scolaire plus facilement. Ensuite, on a aussi les questions de pratiques éducatives.
le fait que des parents soutiennent ou non leur enfant, soient aidants au quotidien et surtout soient impliqués dans la scolarité de l'enfant. Donc un enfant qui est violent parce que ses pères sont violents, mais qui n'a pas le soutien de sa famille, bon, il ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'il doit arrêter finalement d'être violent. Donc la famille joue un rôle fondamental dans ces processus. Les pères, donc là, c'est ce qu'on a vu. Ce qui est intéressant, c'est de parler de cette tyrannie de la majorité. Alors, quand on parle de tyrannie de la majorité, ce n'est pas en fonction de l'âge, mais c'est en fonction de la taille du groupe. Donc, c'est Anna, ça se prononce Hannah Arendt, donc c'est cette personne qui a travaillé sur cette question-là et qui parle de la tyrannie de la majorité. En fait, l'idée, c'est de se dire que, alors déjà, on a des pères, on a tendance à voir des pères violents se regrouper avec d'autres pères violents, enfin des élèves violents se regrouper entre eux. Donc ça, c'est décrit dans le livre de Stéphanie Ruby, Les Crapuleuses. Donc elle a travaillé à Marseille et elle le met en évidence. Généralement, les pères s'attirent entre eux parce qu'ils sont violents. Mais on a aussi des pères qui ne sont pas violents, mais qui, du fait d'appartenir à un groupe, eh bien, vont le devenir, en tout cas, vont se sentir obligés d'être violents. Et donc, le groupe va venir supplanter finalement l'éducation familiale. Donc, on peut avoir grandi dans une famille qui ne tolère pas la violence, mais avoir un groupe d'amis qui, eux, pratiquent cette violence. Et donc, généralement, l'élève va faire ce choix-là pour ne pas être rejeté par son groupe de pairs. La communauté, alors par communauté, j'entends le quartier, donc il faut bien penser que l'établissement scolaire est implanté dans un quartier, une commune, et qu'à ce titre-là, ce qu'il se passe dans un quartier va avoir des répercussions dans l'établissement scolaire. Et malheureusement, c'est une réalité, on a des quartiers dans lesquels la violence est tolérée, est acceptée, où c'est le quotidien des enfants d'être confrontés à de la violence, et donc ils ont tendance à la rapporter dans le cadre scolaire. Encore une fois, il ne faut pas généraliser, mais simplement rapporter une réalité et dire que cela existe. Et enfin, les médias. Alors, les médias, c'est plutôt dans leur façon de représenter la violence, de la rapporter, de la façonner à leur image. On sait qu'aujourd'hui, les médias ont un fort pouvoir d'orientation, de manipulation des personnes qui regardent la télé, qui lisent les journaux, qui regardent des articles sur Internet. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est que parfois, les médias vont donner du crédit, de la visibilité à des jeunes, ce qui peut les exciter et les conduire à être plus violents. Donc là aussi, les médias ont un rôle important à jouer dans ce contexte-là du harcèlement, du cyberharcèlement. Le cadre législatif, on va le voir très rapidement. Alors, commencer là aussi par une question, ce sera la dernière. Pourriez-vous me dire à partir de quel âge la responsabilité pénale d'un enfant agresseur est-elle engagée, d'après vous? Est-ce que c'est 10 ans, 13 ans, 15 ans ou 16 ans? Et ce sera la dernière question. Voilà, sur le plan pénal, on va passer très rapidement pour aborder finalement la toute dernière question. Je regarde en même temps les réponses. Alors, j'ai 13 et 15 en majorité. OK. 16 ans aussi, OK. Donc, la réponse a été donnée, effectivement, c'est 13 ans. Alors, je vais juste fermer le chat. Donc, oui, c'est un âge qui a été arrêté, donc c'est 13 ans. L'enfant est pénalement responsable à partir de l'âge de 13 ans. Donc, c'est important de le savoir. Et là aussi, je vous enverrai de la documentation un peu plus fournie sur cette question-là. Là, c'est simplement pour avoir une première approche, une culture globale sur ce sujet. Donc là, on a deux cas de figure. On a les mesures et sanctions applicables aux mineurs de moins de 13 ans. Alors, ceux-là ne sont pas pénalement, on ne peut pas les poursuivre pénalement. Ils ne peuvent pas aller en prison ou payer une amende. Par contre, ce sont les parents qui vont se substituer à leur enfant et qui vont finalement écoper de ces peines-là, mais sur le plan civil uniquement. Donc, les parents n'iront pas en prison, mais en revanche, ils vont devoir dédommager la victime, uniquement sur le plan civil. Il y a des spécificités, on n'entrera pas dedans, mais après, il faut voir est-ce que les parents sont mariés ou pas, est-ce que les parents détiennent tous les deux l'autorité parentale ou ont été déchus de leurs droits. Et selon ces cas de figure, on peut avoir aussi des spécificités. Et les mesures et sanctions applicables aux mineurs de plus de 13 ans, donc là aussi, deux cas de figure. Si l'auteur est mineur, c'est-à-dire entre 13 et 17-18 ans, il encourt une peine de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende maximum. Alors, je rassure tout de suite, généralement, ce n'est pas le cas. On transforme ces peines-là en travaux d'intérêt général, par exemple, ou alors l'enfant reste dans l'établissement et on lui propose d'autres activités. Mais à ma connaissance, les enfants ne partent pas en prison
peut-être qu'il y a une amende, mais il n'y a pas de peine de prison. Et si l'auteur est majeur, c'est-à-dire 18 ans, eh bien, il risque une peine de 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Agnès en a parlé des cas de circonstances aggravantes. Donc, effectivement, c'est si le mineur qui a été agressé a moins de 15 ans, dans ces cas-là, c'est une circonstance aggravante. Alors, il y en a 4, je ne les ai plus en tête, mais il y a l'âge et il y a le fait d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, si jamais le harcèlement est avéré et qu'on a utilisé en plus un téléphone, une tablette, un ordinateur, il s'agit d'une circonstance aggravante. Donc, c'est le cas pour le cyberharcèlement, les cyberviolences. Simplement, les témoins, comme je vous l'ai expliqué, ils ont un rôle majeur et c'est important de faire de la sensibilisation sur cette question-là et d'expliquer aux jeunes qu'ils ont tous un rôle à jouer en tant que témoins, qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il ne faut pas participer à ces actes de violence. Comme on l'a montré, on a des témoins qui sont actifs et qu'ils risquent eux-mêmes des peines d'emprisonnement et également des amendes. Donc, on peut les poursuivre à la fois sur le plan civil et à la fois sur le plan pénal. Dans le PowerPoint que je vous enverrai, je vous rajouterai une autre diapositive qui, elle, concernera donc, les parents ainsi que les enseignants et les chefs d'établissement, donc, qui peuvent bien évidemment tomber sous le coup de la loi. Mais pareil, donc, à ma connaissance, il n'y a pas de peine de prison, mais c'est plutôt quelles sont leurs responsabilités. Et la principale, je dirais, c'est de pouvoir accueillir les élèves dans un cadre bienveillant et de s'assurer que le climat scolaire soit positif pour ces enfants. Pour pouvoir agir, il faut déjà repérer les victimes. Alors, je vous en ai mis au total 13, mais la liste est non exhaustive, donc vous pourrez en trouver d'autres, j'imagine, en rajouter d'autres de votre côté, mais ce sont des éléments, alors on ne va pas les voir un par un, simplement pour dire que tous ceux que j'ai notés ici, il faut faire attention à ces signaux, mais pour autant, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire que parce qu'un élève a des résultats scolaires en baisse, alors cela signifie qu'il est victime de harcèlement ou de cyberharcèlement. Un enfant peut simplement être fatigué pendant un moment, peut s'être disputé avec des amis, et ça va avoir le même impact finalement des résultats qui sont en baisse. Mais voilà, ça peut vous donner quelques pistes de réflexion et vous rendre attentive à ces situations-là. Donc, ce sont des conseils qui sont donnés à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les parents. On a aussi des signaux d'alerte pour l'agresseur, que je vous laisserai voir ultérieurement, mais là aussi, il faut faire attention à ces signaux, même s'ils ne sont pas, encore une fois, évidents à mettre en évidence. Et je réponds à une question qui faisait partie à la base de ce PowerPoint et qui n'en fait plus partie parce qu'il est déjà assez long, simplement pour dire qu'il n'y a pas de profil type de victime ou d'agresseur. En fait, tout le monde est concerné et tout le monde peut se retrouver à la place d'une victime ou tout le monde peut se retrouver un jour agresseur aussi. Il ne faut pas dire jamais, tout arrive. Les conséquences, elles sont plurielles, mais elles sont au nombre de 3 généralement. Donc, il y a les conséquences sur le plan scolaire. Donc, comme j'ai expliqué, c'est baisse des résultats. Il y a aussi l'estime de soi, la confiance, qui peuvent conduire à terme sur de l'échec scolaire, du décrochage scolaire, qui vont avoir des conséquences sur la santé mentale. Alors, la plus grave, ce serait bien évidemment de se suicider, mais déjà d'être anxieux et dépressif. Bon, je trouve que c'est déjà assez grave. Puis ensuite, d'avoir des idées un peu obscures, ça l'est d'autant plus. Et on a les conséquences en termes de sécurité publique. Et là, ça concerne aussi bien les agresseurs que les victimes. Ce qui est intéressant de voir dans ces études, c'est qu'il y a des recherches qui ont été menées 20-30 ans par la suite. Et il y a des conséquences encore à l'heure actuelle pour ces personnes qui sont devenues adultes. Notamment le fait que les victimes soient devenues agresseurs à leur tour, ou alors qu'il y a eu des agressions, notamment pour les agresseurs. On se rend compte qu'à l'âge adulte, ils agressent aussi bien leurs enfants que leurs conjointes. Et pour les victimes, donc j'ai expliqué, elles deviennent agresseurs aussi et elles ont, alors c'est surtout le cas aux États-Unis, il y a le port d'armes qui existe malheureusement, ce qui n'est pas le cas en France. Mais voilà, pour vous dire que les conséquences, elles restent dans la durée. Les programmes d'intervention, alors pareil, on ne les voit pas dans le détail, mais je vous les ai notés pour que vous puissiez en avoir connaissance aussi. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, tous les pays se mobilisent sur cette question-là et que ça sera aussi ma conclusion. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas un programme qui en dépasse un autre en réalité. On essaie de faire avec le contexte que l'on a, avec le territoire que l'on a, avec les moyens dont on dispose. Alors,
Pour l'Angleterre, par exemple, c'est de faire appel à des policiers qui sont au sein de l'établissement scolaire pour faire de la prévention notamment, mais aussi pour intervenir quand il y a des situations de cyberharcèlement avérées. Pour les États-Unis, on est plutôt sur des cours. On travaille sur l'humour, comment est-ce qu'on s'affirme, comment on met en place des stratégies d'évitement. Pour le Canada, c'est un jeu vidéo en ligne, par exemple. Voilà, donc on est à la place d'un policier et on va à la recherche d'un jeune qui a disparu et qui a échangé avec ce qu'ils appellent un prédateur sexuel. On a aussi d'autres outils, des guides, par exemple, qui ont été mis en place au niveau de la France. Je vous l'enverrai dans son intégralité. C'est le programme ADER, donc Action contre le décrochage et le harcèlement, éducation et régulation par l'environnement. Alors, bien évidemment, ça touche principalement le décrochage scolaire, mais comme je l'ai expliqué, des élèves qui sont à risque d'harcèlement, de cyberharcèlement, finissent à terme par décrocher. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on peut les accompagner en formant des adultes de l'établissement sur ces questions-là et qui vont devenir des référents finalement pour ces élèves. J'en arrive à la discussion et à la conclusion. Peut-être pas regarder dans le détail ce que j'ai noté, mais voilà, se dire que ce sont des complexes, ce sont des notions complexes, que ce soit violence, harcèlement, cyberviolence. Des notions fourre-tout dans lesquelles en réalité on peut tout mettre, comme je vous l'ai expliqué. Est-ce qu'on considère qu'un enfant est harcelé au bout d'une fois ou plusieurs fois, qui cible l'ensemble des élèves? Il n'y a pas une population, pas une communauté qui est concernée. Qu'il est important de discuter avec ces élèves-là, quel que soit leur statut, et de ne pointer personne du doigt pour ne pas tomber dans la stigmatisation et dans les préjugés, parce que ça pourrait aussi se retourner contre les agresseurs. Donc, c'est important de pouvoir les sensibiliser au mieux, de pouvoir échanger, discuter avec eux, et surtout, le point le plus important, c'est de mobiliser la communauté éducative. Et donc, tous autant que vous êtes aujourd'hui, quelle que soit votre casquette, vous avez un rôle à jouer dans la prévention contre la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement. Alors bien évidemment, l'idéal, ce serait de pouvoir toucher l'ensemble des établissements scolaires, ce qui ne se fait pas encore à l'heure actuelle, mais de se dire que le harcèlement, comme j'ai expliqué, la violence débute à l'école primaire et dès le plus jeune âge. Donc il n'y a pas de programme précis à vous donner aujourd'hui, mais il y a quelques pistes, bien évidemment, comme je l'ai expliqué juste avant, qui vont vous permettre de pouvoir l'aborder plus sereinement et, je l'espère, d'essayer de vous outiller au mieux en tant que professionnel. Je vous remercie pour votre attention et je rends la parole à Anne-Lise, j'imagine. Oui, merci beaucoup, Iman, pour cette présentation. Donc, pour les participants, je vous invite du coup à poser vos questions dans le chat. On y répondra donc juste après l'intervention d'Isabelle Bouillon. Donc, je vais vous passer la parole, Isabelle. Donc, Isabelle Bouillon qui va nous présenter la démarche des promeneurs du net dans le département des Hautes-Pyrénées. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie aujourd'hui de participer à ce temps. Voilà, mon idée, c'est d'apporter donc un témoignage sur un dispositif de présence sur Internet qui a été mis en place sur le département, qui peut permettre en fait de rentrer en contact avec des jeunes qui seraient en situation de cyberharcèlement, entre autres. Peut-être en introduction, on pourrait diffuser la vidéo des promeneurs du net. Je m'appelle Amélie, je suis adulte relais dans les quartiers nord de la ville de Bourges, les quartiers prioritaires. C'est intéressant parce que ça permet d'être en contact avec les jeunes exactement là où ils se trouvent à l'instant T. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus connectés que nous déjà. Et Facebook est un média intéressant pour pouvoir discuter de manière spontanée. C'est intéressant également parce que dans mon travail, moi je suis adulte relais médiation à l'emploi. Ça me permet aussi sur mon mur de publier des offres d'emploi ou des informations qui les concernent en matière d'emploi. Les besoins des jeunes, c'est très très vaste parce qu'on va des questions très personnelles, très intimes, aux questions plus administratives, besoin d'un coup de main pour remplir un dossier CMU par exemple. J'ai rempli une certaine partie, mais il y a une autre où je sais pas. T'as des difficultés? Ouais. Et ben tu pourras venir me voir demain après-midi si tu veux, puis on remplira ensemble. D'accord. Je joins Amélie sur Facebook, comme ça on a les questions directement parce que en étant jeune, on est connecté un peu plus souvent. Moi, je me connecte dès que je peux, par contre jamais en dehors des heures de travail. C'est-à-dire que les jeunes peuvent me joindre même à 3 h du matin, dans leur tête, ils peuvent passer un message. Le fait qu'on soit plus disponible, ça crée un lien plus fort, incontestablement. Ça alimente la relation de confiance. Merci beaucoup.
Donc, les promeneurs du net, c'est une démarche. Alors, il faut savoir qu'elle a été initiée en Suède il y a à peu près une dizaine d'années ou un peu plus. En fait, elle est partie d'un constat tout simple, c'est que autant les professionnels en contact avec les jeunes étaient présents là où se trouvent les jeunes, c'est-à-dire à l'école, dans les centres sociaux, dans la rue, autant ils n'étaient pas suffisamment présents dans ce qu'on peut appeler la rue numérique, sur les réseaux sociaux. Voilà, d'où la mise en place de la démarche dans 4 départements en France, dans la Manche, le Cher, le Morbihan et l'Ardèche. Et après, ça a été donc déployé sur l'ensemble du territoire, vu l'intérêt que ça pouvait présenter. Donc, du coup, un promeneur du net, c'est qui? Donc, comme vous l'avez vu, c'est un professionnel, alors d'une structure jeunesse, bien sûr, et donc d'une structure qui entre en contact avec les jeunes. Ça peut être un foyer de jeunes travailleurs, ça peut être un centre social, ça peut être une maison des jeunes, une maison des ados, une émission locale, etc. Donc, ce professionnel, donc, il est mandaté par son employeur pour assurer une présence éducative sur Internet, et c'est totalement dans le cadre de ses missions habituelles. C'est-à-dire que l'idée, c'est de maintenir la relation qu'il peut avoir avec un jeune dans la vie physique, sur Internet et sur les réseaux sociaux. En fait, l'idée, c'est pas de remplacer le face-à-face dans les structures. Du coup, comment ça se concrétise? Eh bien, le promeneur du net, en fait, il établit une relation de confiance avec un jeune en devenant ami sur les réseaux sociaux. Ouais, ça peut être sur essentiellement Snapchat, Instagram, Facebook, les réseaux qui sont les plus utilisés aujourd'hui. Surtout Snapchat et Instagram d'ailleurs. Facebook un peu moins. L'objectif, c'est de répondre aux préoccupations des jeunes, c'est-à-dire, voilà, j'ai une question, j'ai une problématique, j'ai un projet. Voilà. Donc, soit le promeneur du net pourra répondre directement à cette question-là, soit il sera amené à orienter en fait, le jeune vers le partenaire ou la structure qui sera le plus à même de répondre à sa préoccupation, à sa question. Voilà. Dans un second temps, en fait, ce qui est important, c'est que le promeneur du net puisse proposer en fait, aux jeunes de le rencontrer ou éventuellement de participer à des projets que la structure met en place. Donc, on voit bien que c'est une autre façon en fait, d'entrer en contact avec le jeune. Alors, on est plus sur les 11-25 ans. Disons que c'est un autre outil en fait, au service des professionnels de la jeunesse pour entrer en contact avec les jeunes là où ils se trouvent, c'est-à-dire essentiellement sur les réseaux sociaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque promeneur du net possède un profil, en fait, un compte professionnel, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, qui contient des informations. Donc, il y aura son prénom, la structure à laquelle il est rattaché, parce que c'est bien un contexte professionnel. Il y aura évidemment l'identification du fait qu'il est promeneur du net, donc quelques informations sur la démarche promeneur du net. Voilà. Et donc, le promeneur du net, il est amené aussi à publier donc, sur son profil, sur le réseau des actualités en lien avec les activités de sa structure ou bien en lien avec la prévention. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les promeneurs du net sont amenés à participer à des manifestations qui ont lieu sur le département en lien avec les jeunes, le numérique ou d'autres sujets. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que chaque structure, en fait, s'engage sur la base d'une charte qui énonce en fait les valeurs de la démarche promeneur du net, c'est-à-dire son encadrement dans le cadre professionnel, et qui énonce aussi en fait les principes et les conduites à tenir par rapport donc à cette mise en œuvre. C'est un label, c'est un gage de sécurité, c'est pour les promeneurs du net, de professionnalisme aussi, et c'est pour les jeunes un gage aussi de confidentialité, de secret, puisque c'est le secret professionnel qui permettra aux jeunes qu'une relation de confiance soit établie. Donc, l'objectif du promeneur du net, c'est donc d'être à l'écoute du jeune, d'établir une relation de confiance et de pouvoir lui répondre ou de pouvoir l'orienter vers la structure qui sera la plus adaptée à son besoin. Alors, sur le département des Hautes-Pyrénées, comment ça se traduit?
Alors, ce dispositif, il a été impulsé par la CAF en 2018. Alors, ce qui est important de souligner, c'est le fort partenariat qui a été mis en place au tout départ. Du coup, ce projet, il est copiloté par le conseil départemental, par le service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports, par le GIP politique de la ville. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les institutions coordonnent et pilotent la mise en œuvre donc, de ce dispositif. Avec, et ce qui est important de souligner aussi, c'est le partenariat très fort que nous avons avec l'Éducation nationale. Mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, du coup, le dispositif sur le département, c'est 9 promeneurs du net qui sont donc sur le territoire. Alors, ils sont issus de structures différentes et c'est ça qui est intéressant. Des MJC, des locaux jeunes, la mission locale, France Addiction, Bige, voilà. Et aussi, ils sont issus de territoires divers. Donc, Godos, Tarbibos, Vic, Saint-Laurent-de-Nest, Arro, voilà. Donc, et a été mis en place une coordination de ces promeneurs du net. Donc, cette coordination, elle est pilotée par la Caisse d'allocation familiale, au moins jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, il y aura en 2022 donc, un nouvel opérateur qui donc, pilotera ce réseau de promeneurs du net. Hein. L'idée, c'est d'assurer donc, une coordination de ces promeneurs du net pour pas qu'ils soient isolés dans la pratique qui peut être nouvelle pour certains. Hein. Voilà. Hein. Du coup, avec pour objectif le partage, l'interconnaissance, l'élaboration d'outils. Alors, d'abord, donc, le partage donc, de connaissances, hein, ça va se traduire par la rencontre de partenaires qui évoluent dans différents domaines, notamment dans le domaine de la prévention. Donc, à ce titre, par exemple, on a été amené à faire intervenir France Addiction, la maison des adolescents, la préfecture, la gendarmerie, l'école des parents et éducateurs, pour pouvoir sensibiliser en fait les promeneurs du net sur les dispositifs existants au titre de la prévention. Ce qui est important aussi, c'est, et ce qui est souhaité et demandé par les promeneurs du net, c'est de pouvoir être en capacité d'élaborer avec eux des outils pour répondre à leurs problématiques. Hein. Alors, l'idée, c'est toujours de partir en fait de cas concrets pour réfléchir à des outils. Par exemple, voilà, j'ai 2 exemples en tête qui ont été significatifs. D'abord, le premier exemple donc d'une jeune qui a sollicité un promeneur du net parce qu'elle subissait, entre autres, un harcèlement scolaire. Du coup, évidemment, a été mis en place un accompagnement, ou du moins un rapprochement dans un premier temps auprès de l'Éducation nationale, de l'assistante sociale et de l'infirmière donc scolaire, qui ont pu donc accompagner cette jeune. Et du coup, ensuite, on a pu mettre en place la construction d'un outil avec la CRIPS pour en fait présenter toutes les modalités en fait d'orientation que les promeneurs du net peuvent être amenés à effectuer selon la situation du jeune qui peut les alerter sur sa situation, hein. À savoir, selon que l'identité elle est connue, selon que l'identité est connue et l'établissement scolaire qui est fréquenté par le jeune est repéré, ou selon que l'identité est connue mais l'établissement pas forcément repéré, il y a différentes possibilités en fait d'orientation du jeune. Du coup, ce travail, cette construction d'outils, ça a mené en fait à une présentation promeneur du net, voilà, qui ont maintenant, disons, tous les éléments pour pouvoir orienter en fait le jeune. Voilà. Un autre cas, donc un signalement d'un jeune toujours auprès d'un promeneur du net, hein, sur un repérage de contenu de haine sur les réseaux sociaux, de violence. Du coup, là, il nous a semblé important de faire intervenir donc, la préfecture et la gendarmerie pour la présentation notamment du dispositif Pharos et des autres dispositifs de signalement. Hein. Là, toujours pareil, hein, pour donner des outils en fait, aux promeneurs du net pour qu'ils puissent orienter les jeunes.
Voilà. Ensuite, ce qui est important pour eux aussi, parce ils peuvent être amenés, voilà, à aborder diverses préoccupations de jeunes, c'est que ce réseau de promeneurs du net, ça leur permet aussi d'être un espace de parole pour échanger sur leurs pratiques, donc ce que l'on fait assez régulièrement, avec l'appui aussi à certains moments, notamment d'une psychologue clinicienne qui est spécialisée dans tout ce qui est jeux vidéo, usage du numérique et leur impact. Donc ça permet aux promeneurs du net peut-être de construire en fait ensemble des réponses à apporter. Ça permet aussi d'analyser les pratiques, les réactions. C'est vraiment un plus. Ce qu'on propose aussi dans le cadre de cette coordination des promeneurs du net, c'est la mise en place de formations, bien sûr. Ils sont très demandeurs. Hein. Alors, formation aussi bien sur tout ce qui est les réseaux sociaux, hein, c'est-à-dire voilà, comment on met en place un compte, des ateliers de découverte aussi des réseaux sociaux, de prévention. Et récemment, la Caisse nationale a mis en place une formation qui s'appelle Web Citoyen. Donc, cette formation, elle concerne en fait la prévention des risques de violence, harcèlement et radicalisation, donc à l'attention donc des promeneurs du net pour qu'ils soient avisés sur ces sujets. Prochainement, on va aussi leur proposer de participer à une formation d'un MSA Service, voilà, qui propose en fait un atelier, un webinaire sur le repérage des risques suicidaires en fait chez les jeunes. Voilà, disons qu'on essaie en fait par le biais de ce réseau d'apporter en fait des outils aux promeneurs du net, voilà, pour qu'ils puissent au mieux répondre en fait aux besoins et aux attentes en fait des jeunes qui les sollicitent. Voilà. Je voulais donc vous faire part de cette démarche. Ah oui, peut-être, oui, avant de conclure, parler du partenariat important qu'on a mis en place avec l'Éducation nationale, qui nous a ouvert ses portes, en fait, dans beaucoup d'établissements, donc aussi bien des collèges que des lycées. L'idée étant de faire un petit peu la promotion de ce dispositif auprès des jeunes pour qu'ils aient le réflexe, ou qu'ils identifient en fait des promeneurs du net pour pouvoir donc établir cette relation de confiance avec donc ces professionnels de la jeunesse. Et ça a vraiment permis d'informer le maximum de jeunes sur la connaissance de ce dispositif et de cet outil. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette présentation. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on voit bien que du coup, ce dispositif des promeneurs du net n'est pas ciblé sur la prévention de la violence ou du cyberharcèlement, mais c'est en tout cas un outil fort utile et qui permet de mettre en lien justement tous les acteurs qui interviennent auprès du jeune. C'est ça. Disons qu'en fait, du coup, si vous voulez, c'est une autre façon de rentrer en contact avec les jeunes. Hier, en fait, on rentre en contact avec les jeunes que par le face-à-face et le contact. Voilà. Les jeunes, maintenant, étant très investis sur les réseaux sociaux, voilà, c'est une autre façon de rentrer en contact avec eux. Hein. Alors voilà, c'est vrai que globalement, sur les années, enfin, ça fait donc 4 ans que le dispositif a été mis en place. Nous n'avons pas eu beaucoup de cas en fait de jeunes donc ayant sollicité les promeneurs du net par rapport du cyberharcèlement ou du harcèlement en général. Hein. Il y a eu les 2 cas que je vous ai évoqués. C'est vrai que les questions, ça peut être plus peut-être des préoccupations professionnelles ou diverses et variées ou de projets en général. Mais c'est important aussi ça nous a semblé important aussi qu'on s'outille ou qu'on les outille surtout sur ces problématiques-là de prévention, hein, parce que voilà, pour qu'ils aient, on va dire, les éléments en cas de contact et la réactivité aussi. Hein. La réactivité, savoir comment faire, savoir à qui s'adresser en cas de problématiques donc telles que le harcèlement relevé par des jeunes. Voilà. Ça nous a semblé important. D'accord. Ok.
Juste pour information, on a justement parmi les participants une promeneuse du net de l'agglomération du Pays de l'Or dans l'Hérault. Ce dispositif est intégré dans le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance dans l'Hérault. Et elle confirme voilà, que sur les réseaux sociaux, en effet sur Facebook, c'est plutôt les parents et les professionnels qui utilisent ça. C'est ça. C'est ça. Bon, on va passer au temps des questions-réponses. Alors, je vais commencer peut-être plutôt par Alors, par rapport à l'intervention d'Iman, Ben Lagdar, une remarque ou une remarque suite à la diffusion du clip que vous avez passé sur le clip de prévention du harcèlement. Voilà, une personne du Sims à Toulouse qui nous dit que ce clip est bien fait car il ne culpabilise pas la personne qui envoie la photo par la victime, mais bien la diffusion de la photo. Oui, tout à fait, oui. Bah, c'était le but de cette campagne de sensibilisation qui a été menée par le gouvernement en 2018-2019, si je ne me trompe pas. Donc oui, l'idée, c'est absolument pas de pointer du doigt, encore une fois, la personne qui l'a envoyé, puisque les conséquences pourraient être dramatiques aussi pour cette personne-là, mais c'est bien de faire de la prévention sur l'usage même de ce que l'on fait de ces photos, ces vidéos, et rappeler qu'effectivement, elles appartiennent à une personne et qu'il faut son consentement si on souhaite les diffuser. On a également un témoignage de terrain de Julie Moriamet qui nous dit qu'un programme est en cours de développement au niveau national dans les établissements scolaires. Programme phare qui consiste à mettre en place des équipes ressources au sein des établissements et des élèves ambassadeurs. Voilà, et ensuite une petite question. Les différents confinements semblent avoir accentué l'utilisation des réseaux sociaux. Avez-vous une idée est-ce que cela a accentué le phénomène de cyberharcèlement? C'est une très bonne question. Merci. Oui, alors, on n'a pas énormément d'études sur ce sujet, mais en revanche, les quelques recherches qui ont été menées montrent qu'effectivement, il y a, je dirais, les chiffres ont majoritairement doublé. Et ça s'explique notamment par la réduction des espaces de socialisation, puisque pendant le confinement, malheureusement, on ne pouvait plus sortir. Et donc, les jeunes se sont rués sur les réseaux sociaux. Et de mémoire, il me semble que ça a été surtout fait durant la nuit. En fait, les jeunes ont ressenti ce besoin d'aller sur les réseaux sociaux aux alentours de 18h jusqu'à minuit. Et l'objectif, c'était effectivement d'aller injurier d'autres jeunes de leur âge. Et ça touche majoritairement les jeunes de 15 à 17 ans. Là, c'est une étude qui me vient en tête de e-enfance. Voilà, mais c'est vrai que je n'ai pas vu d'autres études passer sur cette question-là, mais oui, il y a eu un impact certain sur cette question-là. Peut-être on n'a pas énormément de questions là encore sur l'appel. Peut-être, Johanna, je te laisse la parole pour prendre le relais des questions. Peut-être la question de Madame ou Monsieur Desper. Ça marche. Du coup, il a été demandé s'il existait des dispositifs de prévention pour les écoles primaires, qui se déroulent dans les écoles primaires. Et c'est vrai qu'il y a eu une semblante réponse aussi de la personne qui est promeneur du net dans l'Hérault, qui déclare qu'ils interviennent dans les écoles pour faire de la sensibilisation. Donc peut-être ça se fait dans certains territoires. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, au niveau de Nice, puisque c'est là que j'interviens, et au niveau de Lyon, parce que je vis à Lyon, du coup, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont majoritairement des séances de sensibilisation sur ces questions-là. Voilà, c'est de l'éducation numérique. Alors, pas vraiment dans le primaire. Si on le fait, c'est vraiment au niveau du cycle 3, donc CM1 et CM2, mais ça reste encore timide. Voilà, ce qui existe, c'est encore timide. On le voit peut-être plus au niveau du secondaire, là où on fait appel effectivement à des référents, des ambassadeurs, comme cela a été souligné. Mais au niveau de CM1, CM2, on est encore bien loin du compte. Ouais. D'accord. Peut-être que je peux rajouter une question. Vous disiez, Madame Bouillon, qu'il y avait un partenariat du coup à l'Éducation nationale. Et ça serait pour intervenir aussi peut-être à ce niveau-là, école primaire ou plutôt collège, lycée? Alors c'est vrai que là, on a ciblé dans un premier temps effectivement les collèges, lycées pour viser la tranche, on va dire, des 12-18 ans, voilà. Mais ce n'est pas exclu qu'effectivement, dans un second temps, on puisse aussi intervenir
auprès des écoles primaires, justement pour prévenir. En tout cas, c'est une bonne piste, effectivement. Voilà. D'accord. Ensuite, on a une question. Je la retiens en tout cas. Je la retiens en tout cas comme piste, effectivement, pour, voilà, pour développer ce dispositif, hein, comme on souhaite aussi le développer en termes de nombre de promeneurs du net, hein, voilà. Et de structures aussi, de diversification de types de structures qui seraient intégrées dans la démarche. Ensuite, on a une question, voilà, une personne qui demande vers qui se tourner en priorité lorsqu'il constate du cyberharcèlement. C'est plutôt vers le CPE, vers l'infirmière scolaire. Alors, en réalité, il n'y a pas de personne référente en particulier. Dans les documents que je vous ferai parvenir, je vous enverrai du coup le protocole non-harcèlement qui existe aussi bien pour le primaire que pour le secondaire. La priorité, c'est vraiment de se retourner vers un adulte de confiance. Alors, ça peut être effectivement le ou la CPE, l'infirmier, l'infirmière, psychologue, s'il y en a un ou une, le chef d'établissement. Après, tout dépend de savoir est-ce qu'on est l'enfant ou est-ce qu'on est l'adulte. Chez les enfants, c'est très compliqué, encore une fois, de pouvoir en parler. Donc, les plus jeunes ont tendance à aller vers leurs camarades, vers leurs pairs pour pouvoir s'exprimer. C'est pour ça que je disais que c'était important de faire de la sensibilisation au niveau de tous les élèves pour que si un jour ils sont témoins d'un acte, ils vont pouvoir aller en parler aux adultes, mais ça peut être l'enseignant. Je sais que dans les enfants que j'ai rencontrés qui ont été victimes de harcèlement, de cyberharcèlement, ce qui est ressorti, c'était la dame de la cantine du self. Voilà, c'est ressorti à 2-3 reprises. Et au niveau du primaire, ce sont les animateurs périscolaires aussi, qui deviennent des confidents, qui sont vus déjà comme des grands frères, des grandes sœurs. Il y a une proximité qui n'existe peut-être pas ou qui est moindre avec le personnel enseignant, mais la priorité, c'est vraiment de se tourner vers un adulte de l'établissement. Voilà, il n'y a pas vraiment de référent sur cette question-là. Mais le protocole vous en dira un petit peu plus pour le primaire et le secondaire. Ensuite, du coup, la personne qui est dans les roues promeneurs du net, qui complète un peu ce que vous disiez, Madame Bouillon, c'est la question que je vous posais. Et donc, c'est que la stratégie nationale de prévention de la délinquance demande d'intervenir auprès des enfants au niveau du primaire pour prendre un peu le problème à la base. C'est ça. Oui. Donc, pour faire lien aussi à ce que vous disiez, Iman, que ça commence dès le primaire, quoi. Oui, tout à fait. Oui. J'avais une question par rapport à la formation web citoyenne. Est-ce que ça s'adresse uniquement aux promeneurs du net ou ça pourrait être aussi toute personne qui serait sensible à cette question-là et qui souhaiterait être outillée pour peut-être repérer les situations peut-être problématiques Alors c'est vrai que du coup c'est la Caisse nationale qui l'a mise en place donc l'année dernière. Puisque c'est elle qui est donc à l'origine du lancement de ces dispositifs promeneurs du net. Après, ce que je pourrais peut-être vous donner, vous indiquer, ce sont peut-être les intervenants en fait au niveau de la formation pour pouvoir éventuellement voir s'il peut être construit un programme qui pourrait être destiné à d'autres partenaires ou d'autres structures. Là, c'est dans le cadre véritablement donc de ce dispositif qu'elle a donc demandé au territoire, enfin à chaque département de déployer. C'est pour venir en appui donc à la coordination des promeneurs du net qui est mise en place sur chaque territoire. Hein. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette matinale. Donc, pour les participants, vous trouverez le replay de la matinale à 2 semaines sur le site du DRAPS. Voilà, et puis merci encore aux intervenants et à très bientôt. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Merci.